Avec vous, Caroline de Camaret, bonjour. Bonjour. Dernière semaine donc pour ces élections européennes, dernier grand meeting de campagne pour les têtes de liste ici en France. Oui, alors le 8 dans certains territoires et le 9 juin, précisons, en France, 50 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir 80 eurodéputés. Et en effet, dernier grand meeting le 2 juin à Paris, c'était celui du Rassemblement national qui s'est contenté d'appeler finalement à la mobilisation puisqu'il fait la course en tête. Son pire ennemi, c'est finalement l'abstention. Et sa seule inquiétude, Marine Le Pen est arrivée sur scène comme d'habitude, les bras en V, et a passé 15 minutes de discours à tirer à boulet rouge sur l'Europe de Macron avant l'arrivée de son poulain, Jordan Bardella. Quant à la tête de liste, Valérie Ayé, elle a tenu son dernier meeting de campagne à Aubervilliers. L'Europe est mortelle et voter pour l'extrême droite, c'est appuyer sur la gâchette, tout gâcher, tout casser, tout bloquer. Ces mots, ils sont du Premier ministre et non pas d'elle, Gabriel Attal, venu soutenir cette tête de liste, Valérie Ayé, très discrète, à la peine dans la campagne, trop présent, on l'avait dit, dans la campagne du goût de certains, puisque ce Premier ministre a fait en effet éruption, et on revoit ces images dans l'auditorium de Radio France durant une interview de Valérie Ayé. Il est très critiqué par d'autres têtes de liste pour ce geste. Alors, les gauches étaient aussi de sortie ce week-end pour désigner le futur champion, c'est-à-dire celui qui arrivera en tête de cette course à gauche. Et pour l'instant, elle avance dans les sondages à plus de 13%. Et pour Raphaël Glucksmann, et le samedi 1er juin, il organisait son meeting au dock sud de Marseille. Il a défendu une économie sociale, le logement, et a envoyé un message fort de soutien au peuple palestinien. Alors, il a conspué, je cite, ce jeu permanent des calomnies sur les manipulations de l'information. Évidemment, c'était un peu un pavé dans la mare de l'autre gauche. Effectivement, la France insoumise en meeting, elle, à Toulouse, la ville rose, qui a mené de là-bas une charge contre la liste socialiste, le fameux retour du hollandisme dénoncé par Manon Aubry. Jean-Luc Mélenchon en a profité pour qualifier de manipulation les sondages qui estiment que sa liste est entre 7 et 8%, et ça ne lui convient pas du tout, vous l'avez compris. Et puis, le 2 juin, c'était aux Verts de rassembler 1600 militants pour applaudir leur candidate, en l'occurrence en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, en difficulté dans les sondages. La tête de liste écologie Les Verts, donc, s'en est d'abord pris à son rival Jordan Bardella, un fasciste bien coiffé avec des costumes ajustés, mais un fasciste quand même, et n'a pas pu s'empêcher aussi de cibler l'autre gauche qui défend des idées écolo, mais dans une version, dit-elle, affadie. Alors beaucoup de têtes de liste sont des sortants. Qu'ont-ils fait lors de la précédente mandature, Caroline? Alors, vous savez que le rôle de député européen est très important, très central, très difficile, rémunéré aussi. 7 700 €, c'est 1 800 de plus que les députés nationaux, mais il y a énormément de déplacements entre votre pays, Bruxelles et Strasbourg. Et normalement, ils sont à la peine, ces députés, pendant toute la mandature. Certains vont rempiler, ils sont en campagne, d'autres ne se représentent pas, mais en ce moment, on est dans un break bien mérité. C'est la question que pose Sophie Samaï. Regardons qui a bien travaillé. Si le Parlement européen enregistre un très bon taux de présence lors des séances plénières, certains membres ne sont pas des plus assidus. Venu de la droite radicale aujourd'hui non inscrit, Jean-François Jalc et Gilbert Collard affichent un taux de participation au scrutin public 2024 proche de 0. Sur 705 députés actuels, 12 n'atteignent pas les 80% de taux de présence. Un taux calculé comme le pourcentage des votes pour lequel le membre était présent ou excusé. Côté bons élèves, 99 à 100% de taux de présence, 38 députés dont les Français Gwendoline Delbos-Corfield pour les Verts, Anne Sander pour le Parti populaire européen ou encore Anne-Sophie Pelletier, députée européenne La Gauche. Attention, l'activité d'un député européen ne se mesure pas qu'au taux de présence et de participation, mais aussi au nombre d'amendements déposés, de rapports rédigés ou de questions posées. Ainsi, en France, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, ne totalisait fin 2023 que 21 amendements déposés, contre 3 460 pour sa concurrente Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise, 2033 pour le candidat socialiste Raphaël Glucksmann ou encore 1200 pour la tête de liste Les Républicains François-Xavier Bellamy.
Si la quantité ne fait pas la qualité, ces chiffres sont de bons indicateurs pour comprendre l'activité de nos eurodéputés et leur implication dans les décisions prises au sein de l'Union européenne. Alors, on va s'intéresser à présent aux objets de notre quotidien que l'Europe change. Bonjour, Christophe Préau, directeur du site d'information sur l'Europe, toute l'Europe. Alors aujourd'hui, vous nous parlez plastique, parce que contrairement à la chanson, le plastique, c'est fantastique. Eh bien non, c'est pas fantastique. Ah non, c'est pas fantastique. Surtout quand on parle emballage et gestion des emballages. Vous voyez avec moi, bouteilles plastiques, canettes, emballage alimentaire, carton, boîtes de chaussures. Tous ces emballages, une fois que le produit est consommé, évidemment, qu'est-ce qu'il nous reste? Les contenants. Et alors, ces contenants pèsent lourd, et même s'ils sont vides, ils pèsent lourd parce que un Européen génère 190 kilos de déchets d'emballage par an. J'ai bien dit d'emballage, je ne parle pas de déchets alimentaires. Donc ces dernières années, l'Union européenne a pris plusieurs décisions. Depuis juillet 2021, par exemple, s'applique la directive sur la fin des plastiques à usage unique. Vous savez, cette loi qui interdit d'utiliser des pailles, des couverts, des assiettes en plastique, des déchets qui génèrent énormément de nuisances, notamment 50% de ces déchets se retrouvent sur les plages européennes qui tuent 100 000 mammifères par an. Donc l'Union européenne légifère dans la gestion des déchets et elle a encore relevé ses ambitions. C'est-à-dire qu'en mars 2024, il y a 3 mois, parlementaires et États membres se sont accordés sur un nouveau texte qui, lui, met en action une gestion des déchets, de réduction des déchets de 5% à 2030 et de 15% à 2040, avec aussi une ambition de recyclage de 70% des nouveaux emballages produits. Voilà, donc ce texte, évidemment, est considéré comme historique par les parlementaires parce que c'est la première fois que la loi européenne fixe des ambitions de réduction des déchets et quel que soit le matériau des emballages. Et petite précision, parce que vous avez vu qu'à l'automne, on a eu tout un emballement médiatique sur les boîtes à camembert. Donc ces boîtes de camembert ne sont pas concernées par cette législation et cette réduction d'emballage. On a sauvé le camembert. Alors, mais est-ce que ça pénalise pas justement les producteurs européens? Ce n'est pas l'économie, l'écologie punitive à l'intérieur de notre club? Alors, non, pas vraiment. En fait, ce texte aussi prend en compte évidemment l'économie et l'ensemble des emplois. Il faut savoir que la production d'emballage et la gestion des déchets, d'un point de vue économique, c'est 370 milliards d'euros au sein de l'Union européenne. Donc ce texte écrit explicitement qu'il y a des clauses miroirs, en fait, pour la qualité du plastique importé et aussi des emballages importés, recyclés, de manière à ce qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence avec les entreprises européennes. Voilà. Ben voilà, le plastique, ça n'a pas d'avenir dans l'Union européenne. Le plastique, c'est pas toujours fantastique, effectivement, et ça n'a pas forcément d'avenir. On part direction la Pologne, à présent un pays très important à l'Est pour le futur de l'Europe. Oui, en effet, la Pologne, c'est tout de même 40 millions d'habitants, 52 députés à élire. Et après 8 ans de règne sans partage des conservateurs du PiS, la Pologne a connu enfin une alternance politique presque inespérée avec le retour de Donald Tusk et de sa plateforme civique en 2023. Alors, les élections européennes, du coup, sont un test de popularité pour la nouvelle majorité. Les ultra-conservateurs sont repartis en campagne violente sur la question du pacte migratoire, mais aussi sur les questions agricoles qui fâchent beaucoup depuis la guerre en Ukraine. Le reportage tout de suite de Luc Brown et Johan Baudin. Des centaines de tracteurs qui convergent vers les grandes villes polonaises, une première depuis 20 ans. Les causes du mécontentement, la levée des droits de douane par Bruxelles sur les millions de tonnes de céréales ukrainiennes pour franchir les portes de l'UE. Une mesure pour soutenir l'économie du voisin en guerre afin qu'il puisse exporter sa production, tout aussi controversé le pacte vert qui renforce les obligations environnementales des agriculteurs en Europe. Nous ne sommes pas d'accord avec les hypothèses du Green Deal européen. Les responsables de l'Union européenne viennent nous voir et nous disent « Vous ne cultiverez pas cette terre ». Piotr est un des leaders de cette contestation. Il dirige une exploitation céréalière d'une centaine d'hectares dans sa famille depuis plus de 30 ans. Cette année, ses revenus à l'hectare ont été divisés par 2. En avril, les agriculteurs polonais ont mis fin au blocus de la frontière ukrainienne qui durait depuis des mois. Mais ces agriculteurs réclament un référendum pour suspendre le pacte vert.
Nous demandons que cela soit complètement supprimé. Nous devons maintenant attendre la réaction de la Commission européenne après les élections européennes. La Pologne reçoit 4,5 milliards d'euros de la politique agricole commune. C'est le 5e bénéficiaire européen. Avec 1,5 million d'exploitations de taille plutôt modeste, 12 hectares en moyenne, cette Pologne rurale et agricole héberge un électeur sur 2. Pas étonnant donc que la pression exercée avant ces élections par les syndicats agricoles ait eu une incidence sur les propositions des candidats députés briguant l'un des 52 mandats que la Pologne doit envoyer au Parlement européen. Les partis d'extrême droite et le parti ultra-conservateur et anti-européen, le PiS, dans l'opposition depuis fin 2023, rejettent le pacte vert en faisant un point clé de leur campagne. Pour le mouvement pro-européen Troisième Voie, dont le parti paysan, pas question d'un retour en arrière. Il faut une action. Et cette action, bien sûr que pour le moment, elle est chère, mais dans une perspective un peu plus longue, elle est moins chère que ne rien faire. Et nous avons besoin de cette transition verte, pas seulement à cause du climat, mais aussi pour être indépendants en ce qui concerne nos sources d'énergie. C'est très probable qu'il faut un peu assouplir ou changer, améliorer les lois que nous avons adoptées, mais on ne peut pas l'abandonner. Le Premier ministre polonais, nouvellement élu du parti de centre-droit Plateforme Civique, Donald Tusk, ancien routier des institutions européennes, est dans l'embarras sur le sujet agricole. Il a promis de demander à Bruxelles des exemptions pour ses agriculteurs sur certaines obligations du pacte vert. Les jeunes en Pologne, Caroline, sont plutôt pro-européens. Oui, mais alors ils sont peu nombreux parce que beaucoup quittent le pays, justement, et en particulier les plus pro-européens d'entre eux qui habitent les grandes villes. Et puis vous voyez bien qu'il y a un grand clivage, en effet, entre la ville et la campagne en Pologne. Écoutons tout de suite cette jeune Polonaise qui va voter pour la première fois, propos recueillis par nos confrères d'Hunter. Tak, bo jestem obywatelką Europy. Jestem proeuropejska, ponieważ Unia Europejska chroni moje prawa i chciałabym, żeby dalej chroniła moje prawa i żebym była częścią, mój kraj był częścią Unii Europejskiej. Interesuje nas na pewno różne teraz trendy antyeuropejskie i to, że niektóre populistyczne partie w Europie zaczynają zbierać na popularności, więc na pewno interesujący za nas temat jakby tej zjednoczenia tej Unii Europejskiej i jak będzie wyglądać jej przyszłość. Myślę, że ważnymi tematami dla Polski będzie praworządność, prawa kobiet, prawa osób LGBT+. Będę oczekiwać, żeby Unia Europejska nadal monitorowała sytuację z praworządnością i prawem człowieka w Polsce. No właśnie widzę, że teraz te ruchy takie mocno prawicowe teraz zbierają na popularności i ciekawe rzeczy się teraz dzieją w Europie, więc jestem ciekawa zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Szczerze mówiąc, nie wiem. Et comme tous les jours chez nos confrères de La Croix, une double page aussi. Alors demain, l'Europe est-elle une passoire pour l'immigration? Un vaste sujet évidemment. Et puis on en dit plus, on en découvre aussi plus d'informations dans ce journal en partenariat avec nous. Et puis rendez-vous demain, Caroline, pour un nouveau journal de campagne. Avant la grande édition spéciale, ce sera dimanche dès 19h, heure de Paris. Une édition consacrée bien sûr à cette journée d'élection européenne ici en France et dans d'autres pays d'Europe. Ce n'est pas le seul pays bien sûr à voter, en partenariat avec LCP, Public Sénat et nos confrères radiophoniques d'RFI. Merci, ce sera avec vous bien sûr Caroline de Camaret.